C'est long, c'est dur, mais c'est vital. Nuremberg est tout simplement le film le plus nécessaire que vous verrez en ce début d'année. Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Et quand je dis monument, je pèse mes mots. On part en 1945, dans une Allemagne en ruine, fumante, détruite par la folie d'une idéologie. La guerre est finie sur le papier, mais une autre bataille commence, celle de la justice. Les Alliés ont capturé les plus hauts dignitaires du régime nazi encore en vie, et ils s'apprêtent à organiser le procès le plus célèbre de l'histoire, le procès de Nuremberg. Mais le film qui nous intéresse aujourd'hui et qui sort en salle ce mercredi ne se contente pas de filmer des juges et des marteaux en bois. Non, le film de James Vanderbilt choisit un angle beaucoup plus vicieux, beaucoup plus intime et franchement plus terrifiant. L'histoire, c'est celle de Douglas Kelly. C'est un psychiatre de l'armée américaine et sa mission officielle, c'est de déterminer si les prisonniers nazis sont aptes mentalement à être jugés. Sa mission officieuse, quant à elle, c'est d'entrer dans leur tête, comprendre comment des êtres humains ont pu commettre l'innommable. Et la cible principale, c'est le numéro 2 du régime, le Reichsmarschall Hermann Göring. Ce n'est pas juste un film historique, c'est un duel psychologique entre un homme qui veut comprendre le mal et un monstre qui veut le séduire. Monsieur le juge Jackson, ils ont capturé Hermann Göring, vivant. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet homme? Avant de rentrer dans le vif du sujet et de décortiquer le film, il faut qu'on pose les bases. Parce que ce Nuremberg, je l'attendais au tournant à vrai dire. Quand il s'agit de films de ce type, je suis effectivement assez exigeant. Sur le papier, le projet avait de quoi exciter, mais aussi de quoi faire un peu peur. Du côté des bons points, il s'agit d'une adaptation d'un bouquin de Jack Ellahey, Le nazi et le psychiatre. Un livre fascinant qui documente ces échanges réels. Donc on part là sur une base plutôt solide, documentée, et pas sur une fiction hollywoodienne délirante. De l'autre côté, en revanche, ce que je craignais un peu, c'est le réalisateur, James Vanderbilt. On le connaît pas vraiment le bonhomme, mais il est visiblement capable du meilleur comme du pire. C'est le scénariste de l'excellent Zodiac de Fincher, ce qui, pour un film d'enquête psychologique, est plutôt un bon signe, mais c'est aussi le mec derrière les Scream les plus récents, par exemple, ou encore le scénario de l'affreux White House Down. Donc forcément, j'avais quand même une petite crainte. Est-ce qu'on va avoir le droit à un drame subtil ou à un blockbuster américano-centré qui transforme l'histoire en parc d'attractions? Et puis évidemment, il y a aussi l'éléphant dans la pièce, ou plutôt l'ogre dans la cellule, Russell Crowe en Hermann Göring. Dès l'annonce du casting, ça a fait jaser, voir Gladiator, notre Maximus, endosser l'uniforme de l'un des plus grands criminels de l'humanité. C'était un pari risqué. C'était ma plus grosse hype autour de ce film. Je voulais voir notamment si Russell Crowe avait encore ce feu sacré, s'il est toujours capable d'incarner ce charisme toxique sans tomber dans la caricature de méchants de dessins animés. Spoiler, il s'est pas contenté de jouer le rôle, il l'a bouffé. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important pour moi, le contexte de sortie. Nous sommes en 2026, regardez le monde autour de nous. Regardez aussi l'actualité internationale, la montée des nationalismes, les discours populistes qui se décomplexent partout, en Europe comme aux États-Unis. Sortir un film sur Nuremberg aujourd'hui, c'est pas anodin. J'attendais donc que ce film ne soit pas juste une page Wikipédia filmée, j'attendais une vraie prise de position, j'attendais qu'il nous parle de nous, pas juste d'eux. J'espérais un message, un avertissement. Est-ce réussi de ce point de vue ? On en parle tout de suite et on passe à l'analyse. Cet homme. Cet hôtel a été transformé en prison militaire secrète. Elle abrite actuellement ce qu'il reste du haut commandement nazi. Hey! Ne refaites plus jamais ça dans ma prison. Les gouvernements sont en train de décider si oui ou non ils vont juger ces hommes pour des crimes passibles de la peine de mort. Le commandement central vous considère comme un as de décryptage de cerveau. Vous avez été amené ici pour évaluer et être garant de la santé mentale des prisonniers. Il est l'officier allemand le plus haut gradé de tous les temps. Il est extrêmement intelligent, charmeur et narcissique. Je vais me faire disparaître avant que le bourreau m'exécute. Je vous trouve très sûr de vous. Commençons par évacuer une idée reçue qui pourrait en effrayer certains. Si vous y allez en pensant voir 2h30 de plaidoirie technique dans un tribunal poussiéreux, vous faites fausse route.
Et très honnêtement, c'est tant mieux. J'avais peur de m'ennuyer devant une reconstitution procédurale interminable, mais le film a l'intelligence de décaler son regard. On est ici face à un véritable drame psychologique, presque un thriller à huis clos. L'action se situe majoritairement dans les couloirs de la prison, dans l'intimité des cellules, là où les masques tombent, et c'est un choix narratif brillant parce que ça permet de maintenir une tension constante tout au long du film. On n'est pas que dans le spectacle judiciaire, on est dans la dissection mentale. Et techniquement, eh bien, ça tient la route. Je ne dirais pas que la réalisation de Vanderbilt est révolutionnaire, c'est du travail propre, sans esbrouf, ça reste assez académique, mais là où le film excelle en revanche, je trouve, c'est dans son montage. On parle d'un film de 2h30 quand même, ce qui peut effrayer certains, et ça je le comprends, mais je vous assure que j'ai pas vu le temps passer. Le rythme est maîtrisé, alternant les confrontations verbales intenses et les moments de respiration historique. Cette première partie en prison, qui prend son temps pour installer des dynamiques de pouvoir, est parfaitement équilibrée, avec aussi la partie finale du procès. C'est fluide, c'est assez dense, et on reste plutôt bien accroché. Moi en tout cas, j'ai pas vu le temps passer. Et puis si le rythme tient, il faut aussi dire que c'est surtout parce qu'il repose sur des épaules solides. Parlons effectivement du casting, car il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par le patron, Russell Crowe. Je vous le disais, je l'attendais au tournant, et il livre ici une performance monumentale. Il incarne un Göring complexe, manipulateur, mais surtout terrifiant de charisme. J'ai lu ici et là des critiques sur son accent allemand. Personnellement, j'ai vu le film en VO, et n'étant pas germanophone, eh bien ça ne m'a absolument pas dérangé. Ce que je retiens en revanche, c'est sa présence physique, sa capacité à occuper l'espace et à instaurer ce malaise constant. Il arrive à nous rendre ce monstre presque sympathique par moments, et c'est là tout le génie de sa performance. Et le danger aussi de ce personnage. Face à lui, on a Rami Malek dans le rôle du psychiatre Douglas Kelly. Alors pour être transparent, je suis pas un grand fan de Malek. J'ai souvent du mal avec ses tics de jeu, sa mâchoire serrée, ses yeux écarquillés, et je vais pas vous mentir, ces tics ils sont présents ici aussi. Ce n'est pas une performance parfaite de sa part, mais il faut reconnaître qu'il fait le travail, il tient globalement bien la dragée haute à Russell Crowe, et son personnage d'homme de science qui se fissure progressivement fonctionne bien. Il assure l'essentiel, sans faire couler le film. Mais les vraies claques émotionnelles, à mon sens, au-delà de Russell Crowe, pour moi, ce sont les rôles secondaires. On a d'abord Michael Shannon, il est comme toujours impérial. Vous savez, c'est un acteur que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, et il m'avait bluffé déjà récemment, fin 2025, dans l'excellente série Le Président Foudroyé sur Netflix. D'ailleurs, c'est une pépite, injustement passée inaperçue, sur laquelle j'avais fait une critique complète. Je vous mets le lien en description. Allez voir ça, c'est du très lourd. Ici, en tout cas, cet acteur change de registre pour jouer le procureur Jackson, un homme de loi rigide, pétri de principes. Il apporte une droiture morale qui contraste magnifiquement avec la perversité des accusés. Et enfin, il y a aussi la révélation, Léo Woodhall. Retenez bien ce nom, il joue un jeune interprète et il m'a littéralement tiré une larme. Il a une scène vers la fin, au moment de certaines révélations, qui est d'une puissance dévastatrice. C'est un des moments forts en émotion du film, le moment où l'histoire avec un grand H percute l'histoire intime, et la performance de Woodhall n'est pas étrangère là-dedans. L'un des thèmes du film, c'est la nature du mal. C'est là qu'on touche au cœur du sujet. Le film pose une question fondamentale. Quelle est la nature du mal? Le psychiatre commence son enquête en espérant trouver des monstres cliniques, des fous furieux, des anomalies biologiques, parce que, évidemment, si les nazis sont fous, alors nous, on peut être rassurés, nous sommes différents d'eux. Mais ce que le film démontre implacablement, c'est au contraire l'inverse. On découvre des hommes normaux, intelligents, cultivés, des pères de famille, et c'est ça qui est terrifiant. Durant le film, j'ai moi-même ressenti un peu de sympathie, je dois dire, pour Göring à certains moments, et j'ai réalisé que c'était voulu. C'est un piège tendu pour le spectateur, pour nous montrer que derrière les plus grandes horreurs, se trouvent des gens comme vous, comme moi. Cela nous oblige à une vigilance extrême, évidemment. Ce ne sont pas les monstres qu'il faut craindre, au contraire, ce sont les idées qu'ils propagent. Le film nous rappelle, via la fin du procès, que Göring reste tout de même fidèle jusqu'au bout à Hitler et qu'il reste malgré tout un sale type, mais un sale type malgré tout humain. Le mal n'est pas une exception historique, c'est une potentialité humaine. Et c'est précisément pour cela que le film résonne si fort en 2026. J'attendais une prise de position, et on peut dire que je l'ai eue. Le film est truffé de dialogues qui semblent écrits pour commenter notre actualité.
Quand Göring, par exemple, explique le pouvoir d'attraction d'Hitler en disant « Il nous a fait nous sentir allemands de nouveau », comment ne pas y voir une référence directe au slogan populiste type « Make America Great Again ». Eh bien, il y a aussi cette autre réplique. Tu veux savoir pourquoi c'est arrivé ici, en Allemagne ? Eh bien, parce que les gens ont laissé faire. Ils ont commencé à résister trop tard. Et ça aussi, forcément, ça renvoie à des choses qui nous percutent aujourd'hui. Enfin, le personnage du médecin qui écrit dans son livre que les nazis sont des personnes avides de pouvoir, qui attisent la haine et qu'il y en a dans tous les pays, y compris aux États-Unis, c'est d'une validité effrayante aujourd'hui. Et pourtant, à l'époque, les avertissements du médecin sont restés lettres mortes. Et cela a même mené, d'ailleurs, au suicide du vrai docteur Kenney. Rassurez-vous, c'est pas un spoil, ça prend peu de place dans l'histoire. Et pourtant, qui pourrait lui donner tort actuellement, vu la montée des extrémismes un peu partout dans le monde ? Le film agit comme un miroir assez déformant, il nous renvoie en fait nos propres démons au visage. Et pour finir cette analyse, je voulais revenir sur un point précis. J'ai lu certaines critiques qui reprochaient au film d'être un peu trop riche, trop dense en informations historiques. Alors là, pardon, mais c'est nul comme critique, je trouve, c'est pas un bon argument. C'est prendre les gens pour des cons. Au contraire, cette richesse est une qualité. Le film ne nous infantilise pas. Il prend le temps d'exposer les faits, les nuances, les chaînes de commandement, et il fait des choix courageux, notamment l'utilisation de vraies images d'archives de la libération des camps lors de la scène du procès. Là où certains y ont vu un problème éthique, moi au contraire je dis bravo. Ça renforce le message, ça nous sort de la fiction confortable dans laquelle on est pour nous gifler avec la réalité des camps d'extermination. L'horreur des camps était réelle et il est vital de la montrer telle qu'elle, sans filtre de mise en scène. C'est ce qui fait basculer le film du statut de bon divertissement à celui d'œuvre nécessaire, à mon sens. Nous ne serons capables de mettre fin à toutes les oppressions que si nous parvenons à obliger tous les hommes à répondre de leurs actes devant la loi. Pour que ça ne se reproduise plus jamais. Alors pour conclure, est-ce que Nuremberg est un film parfait ? Non. La réalisation est classique, si vous êtes allergique à Rami Malek, vous allez peut-être un peu grincer des dents par moment, mais est-ce que c'est un grand film ? Moi je pense que oui, c'est un film qui prend son temps, qui respecte son sujet et son public, c'est un film porté par un Russell Crowe au sommet de son art, mais surtout c'est un film qui a le courage de dire les choses. Il nous dit que le fascisme ne meurt jamais vraiment, qu'il change juste de visage. Il nous dit que résister, ce n'est pas attendre que le pire arrive, c'est agir avant. Si vous aimez l'histoire, si vous vous intéressez à la géopolitique, ou si vous voulez simplement voir des acteurs de haute volée, foncez. C'est long, c'est dense, mais vous n'allez pas perdre votre temps. C'est le genre de cinéma qui réveille, et en 2026, on a grandement besoin d'être réveillé. Voilà pour mon avis sur Nuremberg. Dites-moi en commentaire si vous comptez aller voir ce film ou si Russell Crowe en Asie c'est un nom catégorique pour vous. Je suis curieux de vous lire. Si cette analyse, que j'espère intéressante, vous a plu, pensez au petit pouce bleu qui fait plaisir. On se retrouve très vite pour parler ciné, séries et pop culture. Ciao!